Salut tout le monde, je suis tombé il y a peu sur des articles qui prétendent avoir trouvé de la cocaïne et de la nicotine dans des momies égyptiennes. Alors je me suis dit que ça ferait un parfait hors-série pour la chaîne, donc voilà. Les anciens égyptiens auraient-ils été cocaïnomanes? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Tout commence avec un article de Svetlana Balabanova de l'université de Munich et de deux de ses collègues en 1992. Dans cet article, Balabanova étudie les tissus, os et cheveux de momies égyptiennes complètes ou partielles. Au total, ce sont 7 têtes, une momie de femme et une momie d'homme incomplète qui furent analysées. Ces momies datent de périodes diverses, de la 21e dynastie, au 11e et 10e siècle avant notre ère, jusqu'à l'époque ptolémaïque, après la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. Les résultats semblent sans appel. Balabanova et son équipe découvrent dans leurs échantillons des traces et résidus de nicotine, de hashish, désigné comme THC, et même de cocaïne. L'article est long d'une page. Si, je vous jure, une seule page. Et ils ont été 3 à l'écrire. Hein. Bref, l'article entraîna une réponse quasi immédiate de la part d'autres scientifiques. Cette réponse multiple s'arrête sur les substances prétendument trouvées dans les momies. Concernant le THC, identifié comme du hashish dans l'article, il n'est pas impossible que celui-ci ait été connu des anciens Égyptiens, même si ni texte ni image ne permettent de le confirmer. On possède bien des mots égyptiens qui pourraient s'apparenter respectivement au chanvre et au pavot, shemshemet et shepen. Mais ça reste très hypothétique, et on peut compter le nombre d'occurrences de ces mots sur les doigts d'une main malgré plusieurs millénaires de documentation. Alors, comme matériau pour comprendre de quoi il s'agit, ça fait un peu maigrichon. Et même en admettant que notre traduction soit bonne, ces textes ne nous apprennent pas du tout l'usage qu'en faisaient les anciens Égyptiens. Eh ben, on n'est pas sorti du sable! On a en effet trouvé des traces de pollen de cannabis sur la momie de Ramsès II, j'y reviendrai, ainsi que des morceaux de chanvre dans la tombe d'Amenhotep IV, aussi connu sous le nom d'Akhenaton. Mais on ne sait pas du tout quel usage en faisaient les Égyptiens, ni même s'ils en connaissaient les effets psychotropes. Certains suggèrent que cette substance ait été employée durant la momification, mais à nouveau, aucune preuve ne vient étayer cette hypothèse. D'ailleurs, d'autres régions d'Afrique du Nord et du Levant connaissent et utilisent divers opiacés et cannabidoïdes depuis la plus haute antiquité. Alors, pourquoi pas en Égypte, hein? C'est cela, oui. Quant à la nicotine, les contradicteurs de l'article original démontrent comment celle-ci aurait pu provenir de la décomposition du corps par l'intervention de protéines diverses. Je vous passe les détails techniques. Et c'est pas du tout parce que j'ai rien compris. Hein. Non, vraiment, pas du tout. Mais alors, quid de la cocaïne? Sa découverte sur des momies égyptiennes pose plusieurs problèmes. D'abord, il s'agit d'une substance propre au continent américain. Et en dépit des fantasmes de certains rêveurs, pour rester poli, il n'y a pas eu de contact entre l'Égypte et les peuples indigènes d'Amérique durant l'Antiquité. Oui, parce qu'il existe tout un lot de personnes qui pensent que les anciens Égyptiens et les Mésoaméricains se sont rencontrés. Je pense même que j'en ferai une vidéo un jour parce que le sujet mérite d'être traité quand même. Alors, certes, il existe bien des plantes appartenant au genus Erythroxylum en Afrique, plantes qui produisent divers alcaloïdes tropaniques dont fait partie la cocaïne. Mais celles qui produisent la cocaïne, justement, ne sont pas attestées sur le continent africain. Ensuite, du point de vue de la méthodologie, les auteurs de l'article d'origine n'indiquent à aucun moment la provenance des momies. Il pourrait donc très bien s'agir de momies trafiquées, même si les analyses organiques et celles des matériaux utilisés pour l'embaumement indiquent bien qu'elles sont authentiques. C'est vrai qu'on ne connaît pas toujours le parcours des antiquités égyptiennes qui sont parvenues jusqu'à nous, surtout si elles ont été achetées sur le marché durant le 19e siècle par exemple. Cela n'en crée pas moins un biais méthodologique d'importance qui empêche d'accorder toute confiance à ce genre d'études sur des momies égyptiennes. De plus, ce n'est pas parce que celles-ci présentent des traces de substances que cela implique une consommation pré-mortem. Les embaumeurs utilisaient par exemple de la belladone et de la jusquiame pour traiter les corps, et cela a pu entraîner une réaction sous l'influence de divers microbes durant des siècles, jusqu'à faire apparaître des molécules semblables à celles de la cocaïne. D'après les spécialistes, il est d'ailleurs assez improbable que les traces de drogue subsistent pendant des millénaires jusqu'à pouvoir être redécouvertes à l'analyse des momies. Il se peut donc que ces traces soient plus récentes. Ils suggèrent alors que divers produits aient pu être appliqués sur les momies lors de leur découverte afin de mieux les conserver. La nicotine, par exemple, a des vertus insecticides intéressantes. Idem avec le THC qui pouvait agir comme fongicide et pesticide. Autre hypothèse encore, la nicotine, voire la cocaïne, soyons fous, ont pu se déposer sur les momies lors de leur découverte ou de leur exposition dans les collections et musées au XIXe siècle et au début du XXe.
Les mesures anti-tabac n'étaient alors pas du tout celles que nous connaissons aujourd'hui. Il n'était alors pas du tout rare de fumer sur les chantiers de fouilles, même s'il s'agissait d'une tombe fermée. Et ce n'était pas beaucoup mieux dans les musées ou dans les salons où on présentait les antiquités découvertes. La cocaïne était quant à elle utilisée au XIXe siècle par beaucoup de monde comme stimulant, puisque sa prise était alors tout à fait légale. Bref, vous l'avez compris, la communauté scientifique est restée plus que sceptique à l'annonce de ces découvertes. Et ces différentes réponses entraînèrent une autre réponse de la part de l'un des auteurs de l'article d'origine, Franz Parsche. Parsche explique ainsi que la momie de la XXIe dynastie fut transférée à Munich en 1820, mais qu'elle est d'origine inconnue. Par contre, les autres momies... Il précise qu'ont été analysés les cheveux, les os, les tendons, les poumons, le foie, l'estomac et les intestins, et que le THC, la nicotine et la cocaïne ont été trouvés, je cite, en quantité significative. Selon lui, la nicotine et la cocaïne seraient issues d'une ingestion orale, tandis que le THC proviendrait d'une inhalation ou de son application durant l'embaumement. Il suggère ainsi diverses fumigations de hashish durant les cérémonies funéraires égyptiennes. Si on part comme ça, on connaît aussi des momies à qui il manque des orteils, donc on peut envisager que les embaumeurs se grignotaient un petit doigt de pied de temps en temps pendant le boulot. C'est fameux! Enfin, Parsche met en avant l'existence de Nicotiana africana dans les régions sud du continent africain, ce qui impliquerait une possible utilisation en Égypte durant l'Antiquité. Mais comme pour le reste, il lance ça sans argumenter outre mesure, donc bon, c'est pas très rigoureux comme façon de faire tout ça. Dans ce cas, pourquoi ne pas envisager que Solanum melongena, plus connu sous le nom d'aubergine, et dont certaines variétés peuvent produire de la nicotine, ait été importé depuis l'Asie jusqu'en Égypte? Encore une fois, nous n'avons aucune trace de la présence d'une telle plante en Égypte ancienne, mais bon, au point où on en est. Bref, vous avez compris que je ne suis pas très convaincu par tout ça, et le reste de la communauté scientifique non plus d'ailleurs, puisque ces articles ont vite été laissés de côté et complètement oubliés. Pourtant, en 2001, un autre article sur une affaire à peu près similaire a relancé tout le débat. Cet article fut rédigé par Paul Buckland et Eva Panagiotakopoulou. On y apprend que l'analyse de la momie de Ramsès II en France dans les années 70 a donné lieu à la découverte d'infections par différents insectes et micro-organismes, dont un nommé l'asioderme du tabac, ou l'Asioderma sericorne de son nom latin. Ces petits insectes se trouvaient suffisamment profonds dans les bandelettes pour que l'infection ait pu advenir durant l'Antiquité, même si les chercheurs n'excluent pas totalement un parasitage au moment de la découverte ou de l'exposition de la momie. Autant on connaît des momies infectées par divers coléoptères, notamment au 1er siècle avant notre ère, autant la présence du lasioderme du tabac pose problème. Les plantes qu'affectionne le lasioderme, aussi appelées vriettes, sont en effet inconnues du territoire égyptien durant l'Antiquité, à l'image de Nicotiana tabacum par exemple. D'ailleurs, Buckland, l'un des auteurs de l'article, en profite pour rejeter l'hypothèse de Parsche quant à une possible importation de Nicotiana africana depuis le sud du continent jusqu'en Égypte. Notez également que la vrillette du tabac affectionne des plantes connues en dehors du continent américain, comme les cultures de blé ou de riz, voire même certains arbres fruitiers. On a de plus retrouvé des lasiodermes fossilisés vers Santorin, ce qui suggère qu'un tel insecte ait pu exister en Égypte durant l'Antiquité, sans qu'il ait été lié à la présence de plantes productrices de tabac. Enfin, fait intéressant, l'Asioderma sericorne est un nuisible bien connu des musées. De plus, diverses décoctions à base de feuilles de tabac étaient fréquemment utilisées dans les laboratoires et musées à des fins de désinsectisation. D'autres domaines ont également recours au tabac comme insecticide, comme en agriculture ou en horticulture par exemple. L'origine des traces de tabac découvertes sur la momie de Ramsès II, comme sur celle étudiée par Balabanova et son équipe, doit donc très probablement être cherchée du côté des institutions modernes ayant accueilli ces mêmes momies. Et pour ce qui est de la momie de Ramsès II en particulier, celle-ci fut changée de place plusieurs fois durant l'Antiquité, avant d'être redécouverte en 1883 et redéplacée à au moins 5 reprises, en Égypte, à Paris, puis à nouveau en Égypte. Voilà pour cette vidéo plus courte que d'habitude, mais sur un sujet qui m'a paru suffisamment intéressant pour mériter une vidéo à part entière. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine!